Aujourd'hui en France, il y a plusieurs centaines de millions de contrôles du pass sanitaire qui se font tous les jours par des personnes qui sont des responsables associatifs, des agents de sécurité privés ou des fonctionnaires. C'est quand même dingue que dans notre pays, on ait à ce point un respect aussi faible de ce qu'est le secret médical. Je dirais même de ce qu'est le secret familial, c'est-à-dire le fait que ces données-là, elles n'ont absolument pas à être communiquées au corps enseignant ou à l'éducation nationale. Loïc Hervé, vous êtes sénateur de Haute-Savoie. Vous êtes élu sous l'étiquette Les Centristes, parti dirigé par Hervé Morin. Pourquoi s'opposer au pass sanitaire alors que votre environnement politique, semble-t-il, en a favorisé la mise en place? C'est-à-dire que je pense que c'est le début d'une forme de contrôle social sur la base d'éléments de santé. Un état vaccinal, c'est un état de santé, et de la part de personnes qui n'ont absolument aucune légitimité pour contrôler l'état de santé. Aujourd'hui en France, il y a plusieurs centaines de millions de contrôles du pass sanitaire qui se font tous les jours par des personnes qui sont des responsables associatifs, des agents de sécurité privés ou des fonctionnaires. Et donc pour moi, c'est une vraie difficulté de principe. Et puis sur le terrain et au fil du temps, je pense que c'est quelque chose qui instaure dans notre pays une forme d'accoutumance à ce contrôle social, et ça pose une vraie difficulté. Alors finalement, ce n'est pas le pass sanitaire en soi, celui-là pour cette crise sanitaire-là, qui me pose le plus de problème. C'est le principe et l'expérimentation que ça suppose. J'étais déjà très opposé à l'application Tous Anti-Covid. Je l'avais déjà dit, exprimé au Sénat. Et là, pour ce qui est du pass sanitaire, dont on nous a tout promis qu'il serait réservé aux grands événements sportifs et culturels, dont on nous a promis qu'il ne serait donc, par conséquent, jamais généralisé. Tout ça, ou qu'il ne durerait pas, tout ça, ça construit finalement un environnement qui, moi, me préoccupe beaucoup par rapport à ce qu'on peut voir d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Je pense à la Chine, en termes de contrôle social. Donc, vous comparez la France à la Chine qui non, je ne compare pas la France à la Chine. Je ne dis pas que la France c'est la Chine, je ne dis pas qu'on vit dans une dictature. Je dis simplement que ce qu'on est en train de faire là fait sauter des principes et procède par une espèce de mécanisme de cliquet. Et il sera très difficile de revenir en arrière, parce qu'on aura toujours de bonnes raisons de maintenir telle ou telle chose. Et moi, je pense que c'est vraiment, sur le fond, quelque chose de dangereux. Quand je vois les votes à l'Assemblée nationale, je me dis que finalement, ce qu'on a été un certain nombre à pouvoir dire depuis quelques mois maintenant, commence à être entendu. Donc je ne suis pas désespéré, je suis plutôt un optimiste, et je pense qu'on peut faire bouger les lignes. Alors Loïc Hervé, ce matin, vous avez vu au Sénat le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le cadre d'une commission. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Puisque vous l'aviez en face de vous. Alors, je lui ai posé 3 questions. Je lui ai posé une question sur le modèle espagnol, puisque l'Espagne est un pays où les Espagnols sont mieux vaccinés que nous. D'ailleurs, je tiens à le préciser, moi je suis moi-même vacciné. Vous êtes vacciné 2 doses, vacciné 2 doses depuis début juin. Je suis totalement opposé à la vaccination obligatoire. Je suis pour la liberté de vaccination, je suis pour la responsabilité individuelle. Je considère que dans une démocratie libérale, la contrepartie de la liberté individuelle, c'est la responsabilité individuelle, à chaque personne d'en prendre la responsabilité ou pas et de faire ses choix. Bon, je lui ai posé 3 questions, l'une sur le modèle espagnol. Le modèle espagnol étant un modèle dans lequel les Espagnols ne sont pas soumis au pass sanitaire et sont mieux vaccinés que les Français. Je lui ai posé une question sur le déremboursement d'une partie des tests qui pourrait avoir une conséquence sur le taux d'incidence. Si on rembourse moins, ça veut dire qu'on teste moins. Si on teste moins, ça veut dire que le taux d'incidence baisse pour 100 000 habitants. Vous avez ce fameux ratio de 20, 50, 100 pour 100 000. Là-dessus, il m'a répondu qu'on ne connaissait pas de baisse significative du nombre de tests en France, et donc c'est une réponse intéressante. Vous pensez que c'est faux ce qu'il dit ? Non, je pense que je n'ai pas de raison de remettre en cause sa parole. Donc, c'est-à-dire que les gens payent toujours pour être testés. Ça veut dire que l'essentiel des gens qui sont testés aujourd'hui sont remboursés. Et qu'il y a une partie qui ne sont plus remboursés. Donc ces gens-là, soit ils ont le choix de payer eux-mêmes, soit ils ne font pas de test. Mais ça n'est que marginal par rapport à l'ensemble des personnes testées qui le font avec une ordonnance médicale, et donc un remboursement de la sécurité sociale. Et donc la troisième question, c'est une question autour de l'accoutumance. Et là, il ne m'a pas répondu, parce que la question du fait que les Français
s'habitueraient à avoir le pass dans leur poche, dans leur vie, dans leur quotidien, c'est quelque chose qui, moi, me préoccupe énormément. Et d'ailleurs, même le fait que, quelque part, ils le revendiquent en disant, mais finalement, le pass, c'est facile, ça gêne personne, c'est quelques secondes pour aller au restaurant ou prendre un café. Voilà. Donc, des questions que je ne manquerai pas de lui reposer à nouveau jeudi. Et puis demain, nous avons l'examen du texte en commission et on aura l'occasion d'examiner notamment les amendements du rapporteur, qui ne sont pas du tout sur ma ligne, qui essaie de trouver un terrain d'entente, de ramener la date du 31 juillet au 28 février, d'essayer de dire que dans les départements où on est à plus de 75% de vaccinés, le pass sanitaire ne serait plus exigé. Des choses qui sont des moyens termes, qui pour moi sont des illusions, parce que je doute que l'Assemblée nationale accepte un compromis avec le Sénat, même sur ces points-là. Alors vous êtes au-delà du compromis, vous êtes pour une suppression totale du pass sanitaire, et jeudi 28 octobre 2021, sur le projet de vigilance sanitaire, vous allez proposer un amendement de la suppression définitive du pass sanitaire. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer que l'amendement que vous allez porter sera efficace? Alors, je doute qu'on arrive à faire voter cet amendement, parce que la majorité sénatoriale risque de se reporter, on verra jeudi, mais risque de se reporter. Perdu, finalement. Non, c'est jamais perdu, parce que les arguments sont forts et il faut que je puisse les exprimer. Mais je pense que la majorité des sénateurs vont vouloir se rallier à la rédaction du rapporteur. Là où je les mets un peu en garde, c'est que si on a ce texte qui est adopté par le Sénat, pour qu'il rentre en vigueur, il faut que l'Assemblée nationale soit d'accord. Il faut que la commission mixte paritaire, députés et sénateurs, votent ensemble cette rédaction. Et à écouter le ministre à l'instant où on se parle, c'est-à-dire mardi, on peut douter que le gouvernement fasse ce pas-là en direction du Sénat. Donc c'est presque plus une position pour qui est celle du rapporteur, une position qui est plutôt, elle, peine perdue, que moi, qui est plutôt une position de principe. Sur la question du principe, on a un certain nombre de sénateurs, d'ailleurs sur à peu près tous les bancs du Sénat, on est minoritaire dans nos groupes jusqu'à maintenant, et on dit plus de passe sanitaire, en tout cas plus de passe sanitaire le plus rapidement possible, si possible avant le 15 novembre, et en tous les cas à partir du 15 novembre. Parce que les Français sont majoritairement même vaccinés, parce que rien ne prouve les effets sanitaires de ce passe sanitaire. Les contaminations ont lieu pour l'essentiel dans la sphère privée, à la maison, dans la cellule familiale, ou dans la vie associative, ou dans un certain nombre d'endroits où le pass par nature ne peut pas exister. Et donc, la contrainte sociale, qui est d'ailleurs une contrainte sociale essentiellement à l'égard des vaccinés, puisque les détenteurs du pass sont les vaccinés, doit, de notre point de vue, être abolie au plus vite. Mais de fait, vous ne croyez pas que c'est encore possible de supprimer définitivement le pass sanitaire d'ici fin novembre? Si la loi n'est pas votée, le pass sanitaire s'arrête le 15 novembre. Oui, mais vous y croyez que la loi sera... Donc, ma foi, non, mais l'Assemblée nationale peut assumer de proroger le pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet l'année prochaine, et elle en assumera, enfin la majorité qui votera ça, on assumera la responsabilité politique, parce que à force de dire que ce pass est temporaire, il ne fait que durer de plus en plus, et ça m'inquiète. Alors, j'ai lu avec intérêt le projet de loi donc à l'Assemblée nationale, donc le projet de loi dit de vigilance sanitaire. 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende à celui qui fait un faux pass sanitaire. Pourquoi est-ce que ce texte qui par nature semble aberrant, pourquoi est-ce qu'il rencontre quasiment peu de résistance dans le Parlement, à savoir les deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat? Alors sur cette question de la fabrication de faux passes sanitaires, c'est une infraction ou un délit qui est très durement réprimé. Je précise quand même que le fait d'exiger le pass sanitaire là où il n'est pas exigible est sanctionné d'à peu près les mêmes sanctions. Donc j'aimerais savoir dans notre pays combien de faussaires du pass sanitaire ont été condamnés et combien de personnes qui ont exigé le pass sanitaire là où il n'a pas à être exigé. Dans quels endroits, par exemple? Dans quels endroits on a exigé le pass sanitaire alors qu'il est... Je ne sais pas. Par exemple, vous faites une fête de famille, vous organisez vous-même, vous demandez le pass sanitaire, vous faites ça chez vous, vous demandez le pass sanitaire, vous êtes sous le coup de la loi. Vous ne pouvez pas demander le pass sanitaire en dehors des cas strictement prévus par la loi. Vous faites un meeting politique, vous demandez le pass sanitaire, c'est interdit.
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce sont des activités de loisirs, souvent liées à un lieu ou liées à une nature d'activité, mais vous ne pouvez pas décider de vous-même d'opérer un contrôle sanitaire. Vous avez la question du culte, une église qui demanderait le pass sanitaire pour participer au culte, le ministre du culte qui demanderait ça, ou le président de l'association s'exposerait à des sanctions pénales. Ce que je vous dis, donc, je vous dis que les sanctions, elles existent dans la loi. Moi, je ne les ai pas votées, donc ni l'une ni l'autre, puisque je suis contre le pass, donc je suis contre les sanctions. Mais il n'y a pas des sanctions que pour ceux qui sont faussaires, il y a aussi des sanctions pour ceux qui outrepasseraient leurs droits en termes d'usage du pass sanitaire. Alors, ce pass sanitaire, et plus globalement cette gestion de la crise sanitaire, a rencontré de vives oppositions, dans la rue notamment. Mmh. Vous êtes sénateur en Haute-Savoie, chaque samedi il y a des manifestations. Est-ce qu'il est prévu que vous, en tant que sénateur, vous vous rendiez à une de ces manifestations ? Non, je n'irai pas. Vous n'irez pas à une manifestation ? Non, je n'irai pas à une manifestation du samedi. Alors, la première des choses que je veux vous dire, c'est que j'essaye de recevoir un maximum de personnes qui veulent me parler du pass sanitaire ou de la vaccination. Comme qui, par exemple ? Notamment des organisateurs de la manifestation d'Annecy ou la manifestation de Thonon-les-Bains, que j'ai rencontrés soit dans ma permanence parlementaire, soit sur le terrain. Ça, il n'y a pas de difficulté. Je vous avoue que, étant donné mes prises de position, je suis extrêmement sollicité pour des demandes de rendez-vous ou des demandes d'appels téléphoniques, que je ne peux pas honorer. Je n'ai pas le temps matériel de le faire, parce que ce sont des rendez-vous qui durent souvent très longtemps. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, où il faut consacrer du temps, échanger, avec des points d'accord, d'ailleurs, ou des points d'accord et des points où je suis moins en phase avec ce qui m'est dit. Le rôle d'un parlementaire n'est pas d'être en tête de cortège. Le rôle des parlementaires, c'est d'exprimer au sein de la représentation nationale ce qui se passe dans le pays. Et si vous voulez le faire avec force, il faut que vous ayez une forme de détachement qui vous permet aussi de ne pas être que le militant ou le représentant de manifestants. Moi, je représente beaucoup plus de personnes, des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, des personnes qui sont d'accord avec une partie de ce que je dis, des gens qui sont complètement en phase, et des personnes, il y a aussi beaucoup de gens que je représente qui ne manifestent pas. Ça, c'est le premier élément. Donc, je reçois les gens, et voilà, pour des raisons de distance, je préfère ne pas y aller. Et puis, je suis désolé de le dire, mais il y a un certain nombre de mouvements qui ont fait la récupération politique. Il y a, je pense à Florian Philippot, par exemple. Je pense aussi en Haute-Savoie à des mouvements indépendantistes. Imaginez, pour la première manifestation, que sénateur de mon pays soit présent au moment où une partie des manifestants décide d'envahir les jardins de la préfecture. En termes de crédit, c'est ce qui s'est passé le 14 juillet. En termes de crédit politique, je perds énormément, bien que n'étant pas moi-même acteur de quelque chose comme ça, si je suis présent, ça veut dire que je suis complice. Et donc ça, je peux pas, ne contrôlant pas ce qui peut se passer, il y a eu des manifestations où il y a eu des problèmes avec la presse, quelques petits problèmes avec les forces de l'ordre. Si je suis là, je veux dire, le risque d'amalgame, il est réel. Donc, ma parole au Sénat, qui est une parole minoritaire, donc qui est une parole rare, qui est une parole risquée, elle ne peut pas... je ne peux pas prendre le risque d'une moindre polémique en disant « tu es allé à tel endroit, il y avait telle chose qui s'est passée ». Ça, c'est une question de protection. Je vous le dis librement, parce que si je ne fais pas ça, je m'expose aux principales difficultés. C'est la raison pour laquelle je viens vous voir, mais il y a des médias auxquels je n'ai pas répondu. Je pense aux médias russes, par exemple. Vous pensez à Russia Today ou à Sputnik ? Oui, j'ai répondu à Sputnik une fois, et je n'ai pas répondu à Russia Today. J'ai décidé de ne pas répondre. Parce que vous pensez qu'il y a de l'ingérence russe dans ces médias ? Non, parce que je ne veux pas que, allant répondre à ces organes de presse, du coup, on m'accuse. Vous savez, on est un peu dans un jeu d'équilibriste, et moi, la moindre faute de quart, je suis au Savoyard, la moindre faute de quart, elle me sera reprochée, voire fatale. Mais pas fatale à moi-même, je m'en fous. Fatale au message que je porte, qui est un message justement de liberté sur la vaccination et de liberté sur le pass. Donc, c'est pas toujours facile à comprendre, notamment pour les militants que je rencontre, mais je suis obligé de le dire ainsi parce que je pense que c'est vraiment aussi une question de crédit. Est-ce que c'est pas contradictoire que d'un côté d'avoir une casquette militant et de l'autre de dire je ne veux pas et je ne peux pas manifester avec vous ? Alors c'est une contradiction que j'assume totalement parce que mon objectif c'est la crédibilité de ce que je raconte. Aujourd'hui, étant un homme de centre droit,
attaché aux libertés individuelles, siégeant à la commission des lois du Sénat, siégeant à la CNIL, très présent sur les sujets de liberté numérique depuis 7 ans. La moindre polémique virale, vous voyez, par exemple, ce qu'a fait Zemmour en saisissant un fusil. Un vous voyez, ratio fabriqué d'ailleurs. Non, mais vous voyez, d'un geste qui peut paraître, il ne l'est pas, mais qui peut paraître aux yeux de certains comme anodin, une polémique peut naître. Une polémique virale peut naître. Et donc, moi, je suis obligé de me protéger et à un moment donné, de me fixer des limites si je veux garder une cohérence dans mon discours. Si dans une manif, il y en a eu une, par exemple, dans l'Est de la France, où il y a eu une pancarte manifestement antisémite. Cassandre Fricot qui a mis qui, et en effet avec des noms... Bon, avec un certain nombre de noms de personnes d'origine ou de confession juive. Si on dit, mais dans cette manif, il y avait le sénateur Hervé, ben, c'est foutu. Je peux raconter tout ce que je veux encore pendant des mois, ma crédibilité sera lourdement affectée. Et par un événement dont je ne suis pas l'auteur, mais qui se sera produit à côté de moi. Si je vais dans une manif en Haute-Savoie avec les partisans de Laurent Philippot qui sont là à des fins d'élection présidentielle, et ils ont le droit de préparer la présidentielle, et à côté des gens du Sénat souverain de Savoie, qui est une organisation manifestement indépendantiste et qui vise d'autres objectifs que la lutte contre le pass sanitaire, bah forcément on dira ils manifestent avec des extrémistes les uns. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Est-ce que c'est justement pas l'absence des parlementaires, des représentants de la nation, qui fait qu'on a d'autres courants qui ont pris la place ? Et je pense, vous citez le Sénat de Savoie. On est d'accord. Donc ça veut dire que pour ce qui me concerne, je n'irai dans des moments que dans des endroits où je contrôle moi-même ce qui se passe. Mon activité parlementaire, je contrôle. Les invitations de la presse, comme aujourd'hui avec vous, je contrôle. Avec plaisir. Mais je contrôle ce qui se passe. Je contrôle ce que je dis. Dans une manifestation de plusieurs milliers de personnes, vous contrôlez quoi ? Et vous pouvez choisir de parler ou pas si vous voulez à la presse. Mais vous ne pouvez pas parler dans une manifestation. Une manifestation, c'est pas un moment de débat. Une manifestation, c'est un moment où vous manifestez précisément des protestations. Vous êtes dans une... Ça n'a aucune espèce d'aspect intellectuel. Par le nombre, voire par la présence d'un certain nombre de personnalités, vous montrez quelque chose.